Donc, regardez le Cameroun, ça existe où? Tous les grands de l'administration sont au parti qui détient la Cambuse, le RDPC. C'est pour ça que tous d'ailleurs courent derrière ce parti. Parce que tout le monde veut vivre. Moi, je les comprends même quelque part. Mes collègues, même à l'université, je les vois là. Tout le monde est complètement à la fois dans la peur, dans la famine, dans la politique du ventre, pour parler comme Jean-François Bayard. Mais aussi longtemps qu'on n'aura pas, je dirais, démantelé cet élément de mécanique que j'appelle un élément de mécanique du système du parti-État. C'est pour ça que je parle de parti-État. C'est le parti-État de facto qui est connecté à l'administration et à toutes les forces vives du pays. Les hommes d'affaires sont connectés, les chefs traditionnels sont connectés, les fonctionnaires sont connectés, tous les gens qui veulent manger et vivre, ils sont connectés. Et donc, toutes les forces vives du pays, ils sont connectés. Il n'y a pas de justice dans un univers comme celui-là. Et c'est la raison pour laquelle il faut donc démanteler cette mécanique et faire en sorte que, comme dans les pays sérieux, ailleurs, on puisse vivre, je dirais, un environnement d'équilibre des acteurs. D'où la notion de la transition. D'où la notion de la transition. La justice. Et parlant de justice, justement, vous allez plus loin. Parce que vous intégrez également, vous appelez à la justice, même au niveau de la fiscalité. Ah oui, on l'a vu dans le... Oui. Je suis un homme de justice. Juste. Parce que vous pensez que ce qui est fait aujourd'hui n'est pas juste du tout. C'est quoi? Il y a trop d'impôts, il y en a qui payent et qui ne devraient pas, ou il y en a qui payent moins que ceux qui devraient payer, c'est ça? C'est-à-dire que, comme vous le dites... Parce que la fiscalité... Oui, sur la fiscalité, la justice, elle est évidemment, comme vous le dites là, mais moi, je dis également qu'au fond, voyez-vous, nous sommes dans des univers où, voyez-vous, le fait d'être en allégeance, en prosternation vis-à-vis du parti-État, vous donne droit à des exonérations fiscales, des exonérations douanières, comme c'est pas concevable, quoi, je veux dire. Et c'est pour ça que vous allez voir que tous les hommes d'affaires se sentent obligés de prendre la photo du président et de l'accrocher au mur. Ils se sentent obligés, comment on va dire ça, d'être en connexion, d'avoir leur carte du parti et de soutenir le parti. Oui, en fait, nous sommes encore dans un système d'État néocolonial en réalité. Et je peux comprendre ces gens-là. Ils veulent vivre. Mais la rupture... Mais il faut que... Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut amener la rupture, qui pourrait libérer les Camerounais de ce système? Vous savez qui peut le faire? Est-ce que ça pourrait... Oui, qui peut le faire? Je vais vous dire, Jean-Jacques Zé. Oui. Le seul qui peut faire ça, c'est pas un homme. Du tout. Et ça rejoint un peu... Vous nous l'envoyez au faillisme à Dieu. Non, ça rejoint toutes nos prétentions, là, de nous les politiques. Ça fait 35 ans quand même qu'au Cameroun, nous sommes enlisés dans un même système. Mais pourquoi est-ce que, depuis 35 ans, on n'a pas réussi à décoincer cette affaire? L'homme n'arrivera jamais à décoincer cette affaire. Seul Dieu peut le faire. Et seul Dieu le fera. Mais comment est-ce qu'il agira? Je le dis avec... comment est-ce qu'il agira? Avec gravité. Il doit agir à travers des hommes, non? Comment est-ce qu'il agira, Dieu? Mais, je vais vous dire, vous vous souvenez encore de la lettre des évêques il y a quelque temps? Oui. Nous sommes dans l'actualité, là, hein? Absolument. Bien. Vous aimez beaucoup l'actualité. Vous nous amenez d'ailleurs beaucoup là-dedans, c'est bien. Les évêques, je dirais en tête quasiment de leurs lettres pastorales, ont fixé un verset qui pour moi est un verset essentiel. C'est un verset absolument fondamental qui dit si l'Éternel ne bâtit, la maison, celui qui l'a bâti en vain. En vain, oui. Voilà. Oui, nous devons arriver à comprendre aujourd'hui que cette affaire qui nous dépasse depuis, elle nous dépasse précisément parce qu'il n'y a pas l'Éternel. Il n'y a pas le carburant de l'Éternel, il n'y a pas j'ai envie de dire, le fuel, l'élément de boost de l'Éternel, précisément chez les acteurs. Et donc, ma conviction est donc celle-là que, voilà, la transition d'abord, qui me paraît absolument indispensable et qui se fera, Jean-Jacques Zé, c'est une obligation pour le Cameroun, elle se fera d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, quand je parle comme ça, je parle à... Vous ne pouvez pas dire d'une manière ou d'une autre. En même temps, vous soulignez qu'il s'agira d'une transition pacifique. D'une manière ou d'une autre, on peut imaginer une autre forme de transition. Entendons-nous bien. Vous avez évoqué le côté pacifique. Écoutez, soyons sérieux. Oui. Je ne suis pas Dieu. Vous le savez, je ne suis pas Dieu. Moi, je suis quelqu'un qui souhaite que cette transition-là soit pacifique. Mais qu'est-ce que c'est que mes souhaits face à la volonté de Dieu? La volonté de Dieu peut être celle d'accomplir la transition d'une manière. Oui. À partir de ce moment-là, tout ce que je sais, c'est qu'elle s'accomplira. Maintenant, sur le comment,
Ne me posez pas la question. Donc, je veux redire encore aux Camerounais ici l'importance qu'il y a à recommander notre pays pour simplement, je dirais, accélérer le process, parce que le process est déjà en marche. Le Cameroun, vous avez vu que dans mon, ma quatrième de couverture, je dis très simplement ceci, que sans la moindre hésitation, le miracle camerounais n'est pas seulement possible, il est en marche. Il est déjà en marche. Il est en marche. Donc, croyez-moi, c'est ça le chemin, c'est ça l'algorithme, et il se réalisera. D'accord, dans quelques secondes, on reçoit Nadège Yugen, qui a relevé quelques questions vous concernant. Elle a écouté les uns les autres, elle a lu sur les réseaux sociaux, et est venue avec beaucoup de questions qu'on considère un peu comme décalées, mais il faudra avoir l'obligation, entre guillemets, de répondre. Merci infiniment pour tout, Monsieur Jean-Jacques Zé, de nous avoir fait venir un grand homme politique comme le professeur président Olivier Bilé, qui a une grande vision pour le développement du Cameroun, droit devant pour l'opérationnalisation du CAMER. Bonne émission, Cristiano de la Sanaga de Niom 2. Merci. Qui envoie ce message-là. On va prendre une petite transition et on installe Nadège juste derrière. Retour donc sur ce plateau. Très rapidement, un message avant d'accueillir Nadège comme cela se doit. Bonsoir Jean-Jacques et à votre invité, juste pour savoir ce qu'il compte faire, ce que compte faire le professeur Olivier Bilé pour améliorer les conditions de vie des hommes en tenue, parce que nous mourrons à petit feu. Certainement, c'est un homme en tenue qui envoie ce message-là. Okay. Il dit que nous mourrons à petit feu. Je peux dire un mot là-dessus? Oui, allez-y, professeur. Je connais de manière particulière la condition des hommes en tenue, des hommes en armes, comme on les appelle. Et je sais à quel point, dans ce corps de métier, absolument stratégique et capital pour notre pays, je sais à quel point est-ce qu'il y a des injustices dans ce monde. Parce que le problème dans notre armée, c'est tout simplement les injustices. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le centre de mon message, de mon projet, de ma vision, c'est la restauration de la justice dans tous les secteurs de la société. Et donc, dans le secteur de... Il y a tout un chapitre qui concerne la question de la stratégie de la défense. Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées. J'invite ce frère-là à acquérir le bouquin. Mais pour la condition même du militaire, je vais simplement restaurer la justice pour que, dans ce monde-là, que les acteurs soient traités d'une manière qui soit parfaitement équitable. Voilà. D'accord. Nadège, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Bienvenue. Merci. Toutes mes félicitations encore pour la promotion qui a été bien arrosée hier. Je crois qu'il y a des prolongations peut-être tout à l'heure. Tout à fait. Nous accueillons le professeur Olivier Bilé. Bonsoir professeur et bienvenue chez vous une fois de plus. Bonsoir à vous Nadège Yugen. Comment vous allez? Écoutez, Dieu veille. Dieu veille. Alors, dans cette partie, vous allez vous prêter aux questions proposées par les internautes. Très bien, je suis tout à fait disponible. C'est pour ça que je suis venu d'ailleurs. D'accord. Professeur, vous êtes de l'Est. Oui. Mais on ne vous entend pas très souvent prendre des positions pour défendre les intérêts de cette partie du pays qui a d'ailleurs besoin de vous.
Pourquoi? Ça, c'est une question de Jean-Jacques Zé. Non, des internautes. Sans des internautes comme ça. Écoutez, non, je suis un fils de l'Est, hein, né à Doumé, mais il faut également dire que j'ai pour l'essentiel grandi en Gaoundéré, dans la région de la Damawa. Ouais. Et que je suis marié dans l'Ouest Cameroun. Voilà. Et que je suis quelqu'un qui vit à Yaoundé, dans le centre. Et que je suis quelqu'un qui porte un nom qu'on retrouve dans au moins, je dirais, 6 régions du Cameroun. Donc je me considère comme une sorte de condensé, une sorte de, je dirais, de synthèse du Cameroun. Et je me suis jamais considéré comme un leader régional. Ça, c'est une étiquette vraiment, vous ne me trouverez jamais là-dedans. En aucune manière. Je suis par ailleurs un citoyen du monde pour avoir été dans toutes les parties de la planète. Et je considère simplement que nous avons besoin d'une république au sens total du terme. Ça ne veut pas dire, moi, je ne peux pas... D'abord, tu n'as jamais pris la carte de mon parti. Et puis, de toute façon, dans ton univers, là, tu as sans doute besoin de, je dirais, de militer là-bas. Et puis, de toute façon, si c'est une formation politique qui t'interpelle quelque part, mais vas-y, moi, j'ai pas de problème. Chacun dans la vie est libre de ses choix. Comprenez? Mais je peux vous dire aussi que dans ma famille, je crois, quelques autres personnes que je ne vais pas citer ici, que certains voient d'ailleurs sur les plateaux. Hein, je crois que Jean-Jacques Boris Billet. Voilà. Boris Billet, qui est un très grand cadre de mon parti et que vous reverrez ici très bientôt. Absolument. Donc, je crois que, d'ailleurs, quand vous regardez dans les grandes familles, ailleurs, dans les grandes démocraties, vous verrez que les uns sont démocrates, les autres sont républicains. Vous verrez que les uns sont au Parti socialiste, les autres sont chez les républicains. Donc, ce n'est pas... Et moi, je vais vous dire, je ne fais pas de la politique de manière hostile. Je n'ai pas d'hostilité. Quand je parle même de transition, Jean-Jacques Zé, Nadège, je dis que cette transition, je vous assure, du point de vue de ma vision, elle devra se faire en mutualisant les capacités des enfants du Cameroun. Ma conviction, c'est ça. Que ces enfants du Cameroun appartiennent au SDF, au RDPC, aux libérateurs, etc. Il faudra un système de gouvernance, il faudra ce temps-là au cours duquel les meilleurs esprits, parce qu'on ne va pas choisir n'importe qui non plus. En tout cas, moi je ne choisirai pas n'importe qui. Mon casting sera fait sur les enfants du Cameroun, quelle que soit leur appartenance politique. Et je crois que à partir de ce moment-là, nous pourrons ensemble travailler à reconfigurer le Cameroun, à lui donner cet élan de justice fondamentale qui me paraît absolument indispensable pour que le Cameroun puisse aller vers son miracle. D'accord. Professeur, qu'est devenu le foyisme politique? Le foyisme politique demeure. Vous m'avez entendu tout à l'heure lire ce verset, oui, qui est quand même en tout début. Et vous savez, dans tous mes livres, je commence toujours, même les livres scientifiques publiés à l'université, c'est toujours avec un verset biblique. Le foyisme politique demeure cette matrice absolument incontournable qui fera la transformation du Cameroun demain. Il est plus que jamais en œuvre. Et vous voyez bien que, d'ailleurs, l'investissement des évêques et des hommes de Dieu dans les questions politiques ces derniers temps devrait interpeller les uns et les autres, devrait nous amener à comprendre qu'en fait, oui, nous devons, celui qui bâtit la maison doit travailler à bâtir avec l'Éternel. Et qui peut bâtir avec l'Éternel sinon le foyiste? C'est le foyisme qui peut véritablement apporter à ce pays à la fois l'intégrité morale dont on a besoin pour les citoyens camerounais, l'amour du prochain dont on a besoin pour les enfants du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la puissance de production dont on a besoin pour que le Cameroun devienne un pays miracle, bien plus que la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, etc., bien plus que la plupart des pays émergents que nous citons parfois un exemple, pour que le Cameroun soit cité comme un exemple de démocratie aussi. Parce qu'on ne peut pas continuer avec, si vous voulez, ce que j'ai évoqué tout à l'heure lorsque je parlais du système du parti-État. Donc il faut que nécessairement le foyisme, que les Camerounais s'en emparent de manière plus vigoureuse et plus robuste afin que les transformations souhaitables soient accomplies. Alors, le foyiste que vous êtes, si vous êtes à la tête du Cameroun les prochains mois, comment est-ce que vous réglez la question? Vous voulez dire lorsque vous serez à la tête du Cameroun, comment est-ce que vous allez régler la question des églises? On a entendu certains dire qu'il faut enfermer. Est-ce qu'il faut ouvrir? Est-ce qu'il y a une vision que vous avez par rapport à la prolifération des églises? Écoutez, ça c'est une question
qui a été adressée par certains d'une certaine manière, ça ne sera pas ma méthode. Mais je pense simplement que nous voulons créer une société de discipline, une société organisée convenablement. Voyez-vous, vous savez, il y a dans tous les systèmes religieux, dans tous les systèmes de croyance, un bon côté et un mauvais côté. Toujours, quelle que soit la forme de culte, hein, nous le savons tous, il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc nous devons savoir aller chercher ce qui est bon. Et c'est ça que moi je veux faire. Dans le domaine de ce qui concerne les églises, et notamment les églises d'obédience pentecôtiste, les églises du réveil au Cameroun, qui évidemment essaiment considérant dans notre société, mais c'est peut-être aussi la conséquence de ce que nous avons un pays qui était peut-être aussi beaucoup dans les ténèbres. Oui, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voyez-vous? C'est un peuple qui cherche la libération. Oui, vous êtes libérateur. Oui, il y a une dimension de libération, il y a une dimension même de chasser les ténèbres. Parce que quand vous avez un environnement comme ça qui a été à ce point, je dirais, pollué par les loges, par l'occultisme, par la sorcellerie, par la magie, par toutes ces pratiques-là qui font que les gens tombent malades, meurent dans des conditions souvent inexplicables. Mais Jean-Jacques Zé, si quelqu'un peut trouver, lui, sa part de protection dans l'Église, c'est tant mieux, il faut dire oui, bien sûr. Il faut pas condamner la dynamique d'expansion des églises, mais simplement ce qu'il faut faire là-dedans, un gouvernement stratège, en tout cas, mon gouvernement stratège, qu'est-ce qu'il fera? Il s'emploiera simplement à créer ce qu'on appellerait quelque chose qui pourra ressembler à une sorte d'ordre de l'église pentecôtiste, l'église du réveil, comme une sorte de barreau. Oui. Vous voyez, parce que... Un peu comme l'église catholique et le Vatican. Peut-être pas la même forme. Peut-être pas la même sous cette forme-là, qui est beaucoup trop, je dirais, verticale. Oui. Mais une sorte d'organisme de régulation. Je ne sais pas si vous voyez un peu cela. Vous voyez un peu l'ordre des médecins. Oui. Lorsque vous levez, ou des pharmaciens. Les pharmaciens ne s'établissent pas n'importe comment. Lorsque vous venez au Cameroun, vous êtes formé, je ne sais pas, en Allemagne, ou bien dans nos écoles de pharmacie, vous voulez devenir pharmacien, eh bien, vous vous adressez d'abord à l'ordre. Et c'est l'ordre qui, généralement, va recevoir votre dossier et va travailler à vous donner la possibilité de vous installer quelque part. Ce n'est pas une installation qui soit anarchique, non. Donc, je pense que, contrairement à l'idée qui consisterait à tenter d'embastiller et d'encager cette dynamique spirituelle qui est plutôt salutaire pour le Cameroun, tout ce qu'on fera, ce sera simplement d'organiser les choses et de discipliner les choses, de manière à ce que l'ordre qui sera à la tête pour réguler toutes ces assemblées, cet ordre fera en sorte que, eh bien, cette implantation des églises soit faite de manière plus rationnelle, si vous voulez. Professeur, que représente pour vous la notion des libérateurs? Ce n'est pas divin, ce n'est pas messianique. Si. Libérateur. Oui, les libérateurs, ça rappelle effectivement un certain Moïse, vous savez, Moïse, hein, dans les Écritures saintes. Hein, et d'ailleurs, la Bible est jonchée de ce concept de libérateur. Il n'a pas beaucoup réussi aussi, Moïse. Oh, que si, quand même, il a fait beaucoup de belles choses, quand même. Hein. Ouais. Il n'est peut-être pas entré à Canaan, dans la terre promise, mais il a quand même fait le travail de base. Il a mis en place les fondamentaux qui ont permis que Josué et Caleb et tous les autres puissent entrer dans ce pays où coule le lait et le miel. Non, les libérateurs, c'est, si vous voulez, un concept qui montre que la vision est pertinente, en fait. Parce que en ce moment, vous voyez bien que la géopolitique de l'Afrique est essentiellement agitée par ce qui se passe en Afrique de l'Ouest avec les États du Sahel. Les États du Sahel, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, c'est une dynamique qui veut s'affranchir du système néocolonial français. Ils sont en marche. Ils n'ont pas encore tout réalisé. Mais manifestement, ils sont en marche. Et nous disons que le Cameroun est donc le pays gâchette. C'est donc le pays stratégique. C'est le pays le plus déterminant, le plus décisif dans ce processus d'affranchissement de l'Afrique de l'ordre néocolonial français. Et donc, du point de vue de l'orientation programmatique et idéologique, il est impératif, il est même absurde de constater que chez nous, il y a des gens qui fassent de la politique sans intégrer la dimension de libération. Parce que vous ne pouvez rien faire au Cameroun si vous n'avez pas la matrice, si vous n'avez pas, la variable de libération dans votre portefeuille.
L'élément de libération, c'est lui qui permet de réaliser ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec Jean-Jacques Zé, sur les questions à la fois de mise en œuvre d'une monnaie camerounaise, de mettre en mouvement nos forces productives de manière massive, de créer des industries dans le secteur de l'automobile, du textile, dans tous les secteurs de la vie, etc. Il me semble que cette libération, elle a une dimension même systémique en fait, parce que c'est elle qui va agir dans tous les domaines pour faire en sorte que le Cameroun puisse être boosté vers ces horizons absolument exponentiels auxquels nous rêvons tous. Professeur, et pour sortir, la cérémonie de dédicace de votre livre le 27 mai dernier a bénéficié de la couverture médiatique de la CATV. Pas seulement. Pas seulement. Pour prendre ce cas-là. N'êtes-vous pas un opposant privilégié, professeur? C'est pas facile. D'abord, Nadège, j'ai envie de vous dire que je ne suis pas un opposant. Oui. Vraiment, ce mot, je le récuse et je le rejette. Ceux-là qui veulent qu'on les appelle opposants, c'est leur problème. Qu'ils acceptent ce mot. Parce que lorsque vous êtes un praticien, quelqu'un qui fréquente la Bible, la parole de Dieu, je vous ai dit que ce n'est que Dieu seul qui va délivrer le Cameroun. L'opposant, c'est qui, Nadège? L'opposant, c'est qui? C'est le diable. C'est Satan. C'est Satan. Et ce n'est pas étonnant de voir certains comportements précisément dans notre arène politique, où les gens se comportent parfois comme Satan. Moi, je ne veux pas entendre parler de ça. Je suis un acteur de la proposition. Et ma proposition s'adresse au peuple du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Alors vous êtes donc un acteur de la proposition. Je suis un acteur de la proposition. Je suis un proposant. Oui. Et je peux accepter le mot proposant. Je suis un acteur... Mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'on ne qualifie pas les acteurs du RDPC d'opposants? Ils sont aussi en opposition par rapport à ce que je préconise. Pourquoi est-ce qu'on ne les appelle pas opposants? Mais vous savez par ailleurs à quel point ce mot est galvaudé chez nous. Opposant, opposant. C'est un mot qui a une connotation extrêmement péjorative. Et je suis d'ailleurs étonné que les gens acceptent. Mais c'est davantage sa dimension, sa charge spirituelle qui, moi, me met mal à l'aise avec ce mot. Et vous avez posé la question de la couverture. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. J'ai adressé... La situation s'est aggravée. Justement, c'est la question qu'on voulait poser. La situation s'est aggravée. Qu'est-ce qui motive davantage vos candidatures pour 2025? Non, moi, ce qui motive le professeur Billet aujourd'hui, et je le dis à tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je le dis à tous les acteurs politiques, y compris ceux qui gouvernent actuellement, que nous avons impérieusement, nous devons agir avec bonne volonté, tous, pour les enfants du Cameroun. Nos enfants ont besoin que notre pays bascule vers, je dirais, une réalité qui nous permet quand même de ressembler un peu à ces pays africains dans lesquels nous voyageons de temps en temps. Moi, j'étais dans un petit pays qu'on appelle le Togo il y a quelque temps. Ouais. Je vous assure que j'étais Lomé. Quand vous voyez Lomé, Jean-Jacques Zé, je vous assure qu'à Lomé, les mototaximens, il y a un tel niveau de, j'ai envie de dire, de civilisation. Je vous prends simplement un exemple. Les mototaximens s'arrêtent tous au feu. Ah oui. Ils portent tous des casques. Tous. Et ils ne portent pas plus d'une seule personne. On ne bâche pas. On ne bâche pas à Lomé oui. Et au Togo. On a vécu l'expérience. Non, mais c'est juste... Lomé. Vous voyez, mais ça c'est quelque chose que nous pouvons mettre en œuvre ensemble et que nous allons mettre en œuvre ensemble. En réalité, je ne suis même plus là pour demander l'avis de quelqu'un. Jean-Jacques Zé. Moi, je vous dis simplement que, et je le dis déjà à mes camarades, la question de ça peut être un autre de mes camarades de l'ATP. Moi, j'aurais montré le chemin. Hein. Je m'en fous. J'aurais montré le chemin. Je ne fais pas de la candidature à la présidentielle une obsession. Quelqu'un d'autre peut être président. L'essentiel, c'est qu'il mette en application mes préconisations. Pourtant, ceux qui sont partis de l'ATP vous reprochent, Olivier Billet, de vous présenter comme le Messie. On a l'impression que votre projet était déjà tracé et que vous aviez juste besoin de quelques accompagnateurs. Non, pas du tout. Jean-Jacques Zé, pas du tout. Vraiment, questionner les personnes sincères qui sont demeurées dans l'ATP, Célestin Diamène, Florian Diana, David Awonon, questionner même des gens comme Amagabdo Boari, des gens comme Jean-Pierre Diemba qui est à Paris, qui était avec nous. Non, Jean-Jacques Zé. Les gens que vous avez, avec lesquels vous avez échangé, peut-être, c'est pour l'essentiel des gens qui ont été dans le mapartisme. Tous ceux-là qui sont partis, et moi je les cite souvent nommément. Je les cite, mais ce soir, je n'ai pas une humeur querelleuse ou batailleuse. Mon humeur aujourd'hui, elle est constructive.
Donc ce n'est pas une affaire d'argent qui vous a divisé. En aucune manière. Ça n'a jamais été... Avec Nkuvondo et consort, on a entendu parler d'argent. Sur ce plateau, Jean-Jacques Zé, Nkuvondo, avec qui on était en Afrique du Sud, Jean-Jacques Zé, il a débité des grossiers mensonges. Mais je crois que l'opinion qui nous connaît, parce que même, ne serait-ce que par sa gestuelle, il était très agité ce jour-là sur votre plateau, ça dénotait du grossier mensonge. Mais c'est grave quand, à 60 ans, on se comporte ainsi. Moi, je veux simplement dire que tout ça ne compte pas pour moi. Je vous le dis encore une fois sur ce plateau de la manière la plus solennelle qu'il soit. Je ne suis pas obsédé par la candidature à la présidentielle de 2025. Oui, j'aimerais être président du Cameroun dans les conditions correctes où je peux mettre en œuvre quelque chose qui va changer la vie de mes concitoyens. Mais je ne suis pas sûr que si les choses se passent comme on les voit encore jusqu'à maintenant, qu'il y ait une quelconque utilité à être candidat en 2025. Moi, je vous le dis en toute sincérité. Hein. Donc, mais je fais mon travail de leader politique, d'éclaireur. Je montre le chemin. Maintenant, il y a des gens qui sont peut-être jaloux de ce que peut-être que Dieu m'a fait la grâce d'avoir quelques bonnes idées et de pouvoir les exprimer de manière extrêmement claire. Et... Donc, vous n'avez pas eu la bonne idée de dire au professeur Nkuvondo que vraiment appelons et tout dit. Parce que depuis, on n'a jamais rien mangé, qu'on nous donne pour nous. Écoutez, vous savez que quand vous m'écoutez, vous m'entendez parler, vous voyez bien que je ne suis pas de ce niveau d'acteur. Je ne suis pas quelqu'un qui se prostitue à la FECAFOOT pour, je dirais, avoir de l'argent. Non. Moi, je suis un homme politique digne. Digne. Et il faut que vraiment ce type d'acteur, je vous ai dit que 98% de la scène politique doit être balayée et mise à l'écart. On a besoin d'hommes politiques intègres, remplis de probité, remplis de valeurs, un sens éthique extrêmement élevé. Ça ne peut pas être avec ce type d'acteur. Et donc, oui, mais attendez, et puis par ailleurs, Jean-Jacques Zé, soyons sérieux. Si le professeur Olivier Billet, qui est sur la scène politique en tant que leader depuis, on va dire, c'est 2010, voilà. Enfin, je dis en tant que leader. En tant que leader. Parce que j'ai commencé dans l'opposition en 1996 avec Hubert Kamgan. Mais, je veux dire, vous avez donc en face un acteur qui, lui, a toujours été au RDPC. Parce que Nkuvondo était militant du RDPC à la base. On ne sait pas pourquoi il a quitté le RDPC pour aller se battre avec mon ami à Tangananga Ondere dans un parti qu'on appelle l'Univers, où il s'est battu avec Cabral Libi en 2018. Bref, c'est juste de susciter à sa manière d'abord la transition, puis le miracle au Cameroun. Donc, Jean-Jacques Zé, ce n'est plus une affaire de demander l'avis de quelqu'un. Ce n'est plus une affaire de spéculation, de conjecture, non. C'est une affaire d'un processus qui est en marche. Et il s'accomplira. Il s'accomplira certainement. D'accord. Alors, lorsqu'on regarde ceux qui sont restés à l'ATP et qui sont au cœur de ces primaires digitales, on se rend compte que personne n'a des élus et donc n'est pas représenté, y compris vous. C'est quand même une barrière difficile à franchir. S'il faut être investi par un autre parti politique ou alors rassembler les 300 signatures. Oui, en réalité, nous étions partis, parce que vous voyez bien qu'originellement, nous avions tout ce qu'il fallait. Hein. Le casting initial que moi j'avais fait avec des acteurs dont je croyais que c'était des gens respectables. Quand Nkuvondo, je l'appelle, parce que c'est moi qui l'amène à l'ATP, et je l'amène même après beaucoup d'autres, contrairement à ce qu'il raconte. Il n'a jamais été aux origines de ce projet. L'un des acteurs qui en fut à l'origine, c'est Cabral Libi. Cabral Libi est, je crois, un des tout premiers, hein, véritablement, que j'avais véritablement mobilisé et que j'avais sollicité pour cette dynamique et qu'il avait d'ailleurs accepté avec beaucoup de joie. Malheureusement, chemin faisant, il y a eu beaucoup de bizarreries sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Donc, dans le casting originel, il y avait des gens qui pouvaient investir. Bien sûr, puisque vous imaginez bien que j'avais ça à l'esprit. Il y avait effectivement Nkuvondo, qui est, je crois, son unique conseiller municipal. Il y avait des gens comme Balaguer Nkot, qui à l'époque nous disait qu'il avait quelques possibilités au niveau de l'UPC. Avec un sénateur nommé. Voilà, bon, nommé, encore qu'il faudrait le contrôler. Et nous étions même dans le processus d'agréger, parce que si la dynamique de l'ATP, telle qu'elle avait été engagée, avait pu être maintenue, je peux vous assurer que aujourd'hui, au moment où on se parle,
c'est pas nous qui chercherions l'investiture, c'est les acteurs porteurs d'investiture qui viendraient vers nous en courant. Oui, c'est pour ça que j'ai la faiblesse de vous dire en toute sincérité que, telles que les choses sont engagées aujourd'hui, je suis un peu gêné, mal à l'aise. Des gens nous ont perdu du temps, ils nous ont fait perdre beaucoup de temps avec beaucoup de malveillance, beaucoup de bagarres et de querelles à l'intérieur de l'ATP, des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Jean-Jacques Zé? Nous avons finalement pris l'option d'aller sur les 300 signatures et sur les... comment vous appelez ça, se faire investir par quelqu'un qui aurait... Mais ça, c'est un processus qui n'est pas évident non plus. En tous les cas, nous restons au travail. Et moi, je peux vous dire que la seule chose qui, moi, me motive ces derniers mois, ce n'est pas tellement la perspective électorale, c'est davantage la perspective d'une transition. D'abord, j'insiste là-dessus. Et j'appelle le peuple du Cameroun tout entier, du sommet jusqu'à la base, à, je dirais, à prendre très au sérieux cette prescription que j'ai mise dans notre espace public, et que je présente comme étant la vision qui m'anime et que moi j'ai reçue. Oui, humblement je le dis, que j'ai reçu de Dieu, qui sera de nature à permettre à notre pays de faire en sorte que nos enfants vivent un Cameroun quand même d'exaltation, un Cameroun différent, un Cameroun où véritablement le lait et le miel couleront abondamment. Voilà, moi, c'est la transition puis le miracle. C'est ça qui moi m'anime. Le reste là, pour moi, n'a pas beaucoup d'importance. Merci, professeur Olivier Billet, d'être venu échanger avec nous dans le cadre de ce programme.